Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, et pour conclure notre série intitulée Le printemps du LMNP, nous nous intéresserons à un impôt particulier, successeur de l'impôt sur la fortune, à savoir l'impôt sur la fortune immobilière ou IFI. L'IFI a été instauré en janvier 2018 et vise le patrimoine immobilier des contribuables. Le patrimoine immobilier ainsi pris en compte regroupe à la fois les biens immobiliers, mais également les placements immobiliers ainsi que les droits immobiliers, comme par exemple les biens possédés en usufruit. Autrement dit, les résidences principales et secondaires, ou encore les biens loués en location meublée ou vide, sont concernés. De même que les parts de sociétés civiles de placement immobilier, ou SCPI, ou d'organismes de placement collectif en immobilier, ou OPCI, qui font également partie de l'assiette fiscale de l'impôt sur la fortune immobilière. Cet impôt se déclare en même temps que l'impôt sur le revenu, soit en ligne sur le site des impôts, soit par le biais du formulaire 2042 IFI qu'il faut adresser par courrier à l'administration fiscale. Son montant est ensuite communiqué sur un avis distinct de celui de l'impôt sur le revenu, et il faut se rendre sur le site des impôts pour initier le paiement, qui est à effectuer au plus tard le 15 septembre de l'année concernée. En cas d'erreur d'évaluation, l'administration dispose d'un délai de 3 ans pour réaliser un contrôle, cette durée passant à 6 ans en l'absence de déclaration. S'acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière devient nécessaire à partir du moment où la somme combinée de tous les éléments qui composent votre patrimoine immobilier représente une valeur nette taxable de plus d'1,3 million d'euros. Attention, il est important de noter que la déclaration d'IFI prend en compte l'ensemble des biens détenus par les personnes composant le foyer fiscal. Cela inclut les époux, les personnes ayant conclu un PACS ou les concubins ayant choisi de faire une déclaration commune, mais également les biens des enfants mineurs dont les parents ont l'administration légale en attendant leur majorité, ou ceux des enfants majeurs toujours rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Et pour les parents divorcés exerçant en commun l'autorité parentale, chacun d'entre eux peut déclarer la moitié de la valeur des biens de leur enfant mineur. Pour calculer l'IFI, il faut déterminer la valeur nette de chaque bien pris en compte pour le calcul de son assiette. Pour cela, il est nécessaire de calculer la différence entre sa valeur vénale réelle, à savoir le prix auquel le bien aurait pu être vendu au 1er janvier de l'année d'imposition, et les dettes existantes. Les dettes considérées comme déductibles sont les suivantes. Emprunts immobiliers liés à l'acquisition de biens ou de droits immobiliers imposables, dépenses engagées dans le cadre de travaux d'amélioration, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, dépenses liées à l'acquisition de parts ou actions de sociétés détenant de l'immobilier en France, au prorata de la valeur des biens et des droits immobiliers imposables, sommes réglées au titre des impôts dus pour les propriétés dont la valeur est prise en compte dans le calcul de l'assiette de l'IFI, comme la taxe foncière ou les droits de succession, et enfin, sommes engagées par le propriétaire bailleur pour des travaux d'entretien réalisés dans le logement loué. À l'inverse, la part des impôts correspondant aux revenus de biens immobiliers n'est pas déductible, comme celle afférente aux revenus fonciers. De même, en cas de location, les impositions incombant à l'occupant du bien ne sont pas déductibles. Notez toutefois que toutes les dettes et dépenses réalisées dans l'intérêt de biens totalement exonérés ne sont pas déductibles, et celles se rapportant à des biens partiellement exonérés ne peuvent l'être qu'à hauteur de la part non exonérée. Une fois ces calculs faits, il faut additionner les différentes valeurs nettes, et seuls les propriétaires dont le total est supérieur au seuil d'imposition de 1 300 000 € sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Mais ils devront garder à l'esprit que le calcul de l'imposition commence à partir de 800 000 €. L'imposition est calculée sur le même modèle que celui de l'impôt sur le revenu, à l'aide d'un taux évolutif applicable à chaque tranche d'imposition. Le taux applicable jusqu'à 800 000 € est donc de 0%, puis passe à 0,5% entre 800 000 et 1 300 000 €, à 0,7% entre 1 300 000 et 2 570 000 €, à 1% entre 2 570 000 € jusqu'à 5 millions, à 1,25% entre 5 et 10 millions d'euros,
et enfin à 1,5% au-delà de 10 millions d'euros. Il existe toutefois un système de décote pour les patrimoines nets taxables compris entre 1 300 000 et 1 400 000 euros. Le montant de la décote se calcule de la manière suivante, à savoir 17 500 moins 1,25% du montant du patrimoine net taxable. En tant que loueur en meublé non professionnel, il ne vous sera pas possible d'échapper au paiement de l'IFI, cette possibilité étant réservée aux loueurs en meublé professionnels et à la condition de remplir deux conditions exigeantes, à savoir que l'activité génère plus de 50% de leurs revenus annuels et qu'elle soit considérée comme leur activité principale, ce qui est une condition difficile à remplir si une autre activité professionnelle est exercée en parallèle. S'il n'est pas possible d'être exonéré en tant que LMNP, il reste néanmoins possible de réduire son imposition, et cela en gardant plusieurs points à l'esprit. Le premier d'entre eux est l'abattement de 30% applicable à la valeur vénale de la résidence principale au 1er janvier de l'année d'imposition, qui diminue donc le montant de sa valeur au moment de la détermination de l'assiette d'imposition à l'IFI. Cette règle connaît toutefois deux exceptions. La première est qu'il ne faut pas que le bien soit détenu par l'intermédiaire d'une SCI de gestion. La deuxième concerne les couples mariés, pour lesquels l'abattement de 30% ne vaut que pour un seul immeuble, qu'il fasse ou non l'objet d'une imposition distincte, à moins bien sûr qu'il n'ait opté pour le régime de la séparation de biens et ne vive pas sous le même toit. On entend également, par ailleurs, souvent parler d'autres abattements possibles pour les biens mis en location meublée. Mais sur ce sujet, rien n'est officiel et la prudence est de mise. La solution la plus sûre étant de ne pas pratiquer soi-même d'abattement et de recourir au conseil d'un spécialiste de la question. Dans le même sens, les 3 points suivants sont à garder à l'esprit. Premièrement, les dons à des organismes d'intérêt général, qu'ils soient à l'échelle de la France ou des États européens, peuvent être déduits à hauteur de 75% dans la limite de 50 000 euros, mais il ne sera pas possible de les déduire 2 fois s'ils peuvent également être déduits de l'impôt sur le revenu. Deuxièmement, le montant calculé de l'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux y afférents, de la contribution sur les hauts revenus et de l'impôt sur la fortune immobilière ne peuvent dépasser 75% des revenus imposables. Autrement dit, l'IFI sera plafonné si son montant, cumulé aux autres, dépasse 75% des revenus imposables en France de l'année. Troisièmement, le paiement d'un impôt à l'étranger dont les caractéristiques sont similaires à l'IFI sur des biens et droits immobiliers situés à l'étranger permet d'imputer le montant de cet impôt sur l'impôt sur la fortune immobilière. Mais cette réduction ne fonctionne que pour les biens pris en compte pour la détermination de l'IFI en France, et le montant imputable ne peut l'être que sur la fraction de l'impôt correspondant au bien concerné. Cet épisode consacré à l'impôt sur la fortune immobilière se termine, et avec lui notre série consacrée aux démarches liées à l'arrivée du printemps pour les loueurs en meublé non professionnels. Nous espérons qu'elle aura permis de répondre à vos éventuelles interrogations sur cette période cruciale pour tout loueur en meublé. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.